Je vais passer la parole maintenant à Paul Taforo. Donc Paul Taforo travaille à Grenoble, à l'ESRF, European Research Synchrotron Facility. European Synchrotron Radiation Facility. Radiation Facility. Et donc, je vous ai parlé pas mal de scanographie et de microscanners de fossiles. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup mieux si on a une machine aussi performante qu'un synchrotron. Et Paul Taforo a publié un grand nombre de travaux ces dernières années, pas seulement dans le domaine de la paléontologie humaine, mais en général dans le domaine de la paléontologie et de l'anthropologie. Et il a obtenu des résultats tout à fait exceptionnels. Et en particulier, au cours des dernières années, nous avons beaucoup collaboré pour essayer de mettre en place des processus non destructifs pour étudier le développement chez des formes fossiles. Je vous ai montré ces microstructures dentaires. Initialement, pour visualiser et pour étudier ces microstructures dentaires, eh bien, il fallait couper des dents et les mettre sous un microscope. Et en général, les conservateurs de musées n'aiment pas tellement qu'on coupe leurs dents d'hommes de Néandertal. Et donc, il était très très important de mettre au point ces méthodes. Et vous allez voir les progrès qui ont été réalisés. Merci. Donc, je vais vous montrer un petit peu ces aspects d'imagerie à rayonnement X synchrotron en paléoanthropologie. Je ne vais m'attarder que sur les aspects dentaires. Alors, vous allez revoir certaines choses que Jean-Jacques a déjà présentées. On ne s'est pas concerté avant la présentation, donc vous étonnez pas si vous revoyez certains résultats. C'est tout à fait normal vu qu'on a travaillé ensemble. Donc, le premier aspect, c'est pourquoi étudier le développement dentaire des hominidés. Donc, Jean-Jacques vous en a déjà présenté beaucoup d'aspects, mais un des points qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que les dents constituent la majeure partie du registre fossile des hominidés. En fait, en paléontologie des vertébrés, les dents, c'est la très grande majorité des fossiles, pour une très bonne raison, c'est qu'elles sont déjà pré-fossilisées dans la bouche. L'émail est minéralisé à 97%, ce qui fait que quand un individu meurt, l'émail est déjà fossilisé. Il ne reste plus qu'à fossiliser la dentine pour avoir un fossile de dent complète. Donc on en trouve beaucoup dans les fossiles, ça se conserve très bien. Un deuxième point extrêmement important, c'est qu'elles sont très fortement contrôlées génétiquement. Les dents se forment avant d'être en place dans les mâchoires, c'est-à-dire que leur forme, leur structure, leur microstructure sont entièrement contrôlées génétiquement et elles vont refléter, il y a une très forte corrélation entre les aspects de la forme et de la fonction des dents, mais également les aspects développementaux de ces dents. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est qu'elles enregistrent de façon permanente leur propre développement à travers toute une série de stries de croissance et de marques de stress, comme vous allez le voir un petit peu plus en détail. Alors, il y a plusieurs applications à l'étude de ces dents. La première, c'est la mesure du temps de formation des dents et des modalités temporelles du développement dentaire, donc ce que Jean-Jacques a déjà présenté, qui nous permet d'avoir une sorte de calendrier absolu pour étudier le développement des fossiles. Donc, on utilise les dents pour donner un âge exact à un fossile sur lequel on ne peut a priori pas avoir d'âge précis. Donc, c'est ce deuxième point. Ça nous sert à faire l'âge à la mort sur les juvéniles. Dans certains cas, on peut aussi avoir des informations d'âge à la mort sur les adultes, mais c'est beaucoup moins précis. Et donc, ce qui nous intéresse d'un point de vue à plus grande échelle, c'est que le fait de pouvoir accéder au développement dentaire avec des valeurs précises dans le registre fossile, ça nous permet d'avoir des informations sur les modifications des traits d'histoire de vie au cours de l'évolution des hominidés, et donc d'essayer de comprendre comment notre développement très particulier s'est mis en place. Dans une dent, il y a différents types de rythmes qui sont enregistrés. Alors, vous avez déjà entendu parler des rythmes journaliers, des rythmes qu'on dit circaseptiens, par exemple les stries de Retzius. On voit aussi des rythmes infrajournaliers, on peut voir des stries à 12 heures, voire à 8 heures, ça dépend des individus. Mais également, il y a des enregistrements saisonniers et des enregistrements annuels.
L'un des enregistrements annuels les plus connus, c'est par exemple les annulations dans le sément dentaire. Le sément, c'est le tissu qui sert à accrocher les dents dans les alvéoles. Donc là, c'est pas complètement, enfin, c'est pas aussi précis que ça, mais en gros, il y a une strie par an qui vient se former dans le sément. Alors là, vous avez un schéma simplifié des stries qu'on voit dans l'émail. On a des stries de croissance dans l'émail, dans la dentine et dans le sément, donc en gros dans tous les tissus dentaires. Néanmoins, on utilise surtout l'émail pour ces analyses, pour la raison que j'ai citée au départ, c'est que l'émail se fossilise très bien, et que très souvent dans les fossiles, on a de l'émail très bien conservé et de la dentine qui est plus altérée. Donc, mais tous les types de stries de croissance que vous voyez dans l'émail, vous avez exactement le même type dans la dentine. Les deux tissus se forment en parallèle. Et donc, pour chaque strie de Redius que vous avez dans l'émail, vous avez une strie de Andresen dans la dentine. Et pour chaque strie transversale journalière, vous avez les stries de von Eppner dans la dentine. Donc, ce que vous avez ici sur l'émail, à nouveau, vous l'avez dans deux tissus en même temps, ce qui nous permet, en corroborant les résultats des deux tissus, de pouvoir avoir des résultats plus précis. Donc, ce que vous avez ici, c'est une molaire. Vous avez les prismes de l'émail, je reviendrai un petit peu plus en détail sur ces structures après. Vous avez ces stries de Redius qui sont parfaitement régulières pour un individu donné, même si on ne sait pas exactement à quoi elles sont dues. Et entre les stries de Redius, vous pouvez voir ces stries journalières. Alors ça, c'est un schéma, évidemment. Je vais vous montrer les structures réelles. Ça, c'est ce que vous avez, les stries de Redius dans de l'émail latéral. Si je me rappelle bien, ça doit être un orang-outan, celui-là. Donc vous avez ces stries régulières ici. Quand vous les regardez en coupe, ça fait des lignes comme ça à l'intérieur des dents. Et quand elles atteignent la surface de la dent, c'est ce qu'on appelle les périchimaties. Ces périchimaties sont très importantes pour nous, parce que quand on ne peut pas se permettre de couper une dent ou quand on ne peut pas accéder aux structures internes par imagerie synchrotron ou par d'autres types d'imagerie non destructive, eh bien, on peut toujours compter les périchimaties à l'extérieur pour avoir une première information quantitative. Là, vous avez un très bel exemple d'imagerie de ces périchimaties sur une dent de paranthrope, observée à la loupe binoculaire au microscope électronique à balayage, ou ici avec un rendu 3D synchrotron. C'est la même dent à chaque fois. La forme est un tout petit peu différente à cause des techniques d'imagerie utilisées, mais vous pouvez donc voir ces stries qui sont donc parfaitement régulières. Mais il y a un point extrêmement important, c'est qu'a priori, on ne sait jamais quel est le temps qu'il y a entre deux stries. On a besoin de connaître la périodicité de ces stries. Alors, Jean-Jacques a présenté plusieurs fois l'exemple de l'enfant, du juvénile de Nario-Kotomé, en disant qu'il a 8 ans. Il faut savoir que la périodicité de cet individu n'est pas connue. Et donc, ces 8 ans sont une hypothèse basée sur une périodicité de 8 jours, mais ça reste une hypothèse, on ne connaît pas cette périodicité. C'est un des spécimens qui serait très intéressant à étudier pour avoir une mesure réelle de son âge à la mort et non pas une estimation. L'estimation de ce spécimen est basée entièrement sur des périchimaties, comme ça. Alors, je parlais tout à l'heure des prismes dans l'émail. Ce sont les microstructures de base de l'émail. L'émail est formé par des cellules qu'on appelle les améloblastes, et au fur et à mesure de la formation de l'émail, elles se déplacent comme ça, elles commencent à la jonction émail-dentine et elles vont vers la surface de l'émail, et elles enregistrent leur propre déplacement sous la forme de microstructures très particulières qu'on appelle ces prismes. Donc, chaque prisme correspond au trajet d'une seule cellule, et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que le long du trajet de ces prismes, vous pouvez voir des toutes petites lignes. Ces petites lignes, qu'on appelle la striation transversale des prismes ou les laminations, ça dépend de la géométrie qu'on considère, sont les stries journalières du développement dentaire. Ça a été vérifié plusieurs fois de façon expérimentale sur des primates, sur des lapins, sur des rats, sur pas mal de types d'animaux. Donc on est à peu près sûr que ce sont bien des stries journalières. Ça a été fait par marquage, par exemple. Là, vous avez une image au microscope sur de l'émail humain. Les prismes de l'émail sont dans ce sens-là. Ce que vous avez ici, ce sont les striations transversales le long d'un prisme. Donc chaque ligne correspond à une journée. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir d'ailleurs des stries infradiennes, des petites lignes entre les premières lignes. Ça, c'est un rythme à 12 heures en plus. Et si vous regardez cette direction de flèche, en fait, vous pouvez voir que ce qui paraît au départ aligné dans ce sens-là est également aligné dans une autre direction. Cet alignement, c'est ce qu'on appelle les laminations. Et les vrais isochrones dans l'émail, donc une ligne qui correspond à une journée précise, c'est l'alignement dans ce sens-là. Ce n'est pas celui qui est le plus visible. Ça, c'est un artefact qu'on trouve chez les humains parce qu'il s'avère que la distance entre deux lignes est à peu près la même que le diamètre d'un prisme. Mais si vous allez chez un rhinocéros, vous ne verrez que celle-là. Donc les humains, c'est un cas un peu particulier. Je dirais que c'est par accident que la structure la plus connue s'appelle la striation transversale des prismes.
La vraie structure de développement, c'est ce qu'on appelle ici les laminations. Dans les deux cas, ça ne change pas grand-chose pour nos études. On peut compter aussi bien l'un que l'autre. Les deux sont en fait une seule et même structure. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'elle est journalière. Comme je le disais tout à l'heure, l'un des points les plus importants, c'est de déterminer la périodicité entre les stridredius. Ici, vous avez de l'émail d'un néandertalien, vous avez en noir les stridredius, et vous pouvez voir entre les stridredius les laminations, donc ces valeurs journalières. Et dans ce cas-là, on a une périodicité de 8 jours. Tant que vous n'avez pas cette information-là pour un fossile, vous n'êtes pas capable de pouvoir donner une mesure précise du temps de formation des dents, quand bien même vous auriez l'intégralité des périchimaties. Alors, la variabilité des périodicités qu'on peut observer chez l'humain actuel, c'est de 5 à 13 jours. Alors, c'est très très rare les 5 et les 13. C'est une sorte de distribution gaussienne qui est centrée sur entre 7 et 8. Alors, les dents ont tous ces rythmes réguliers, mais également elles enregistrent les modifications physiologiques. Elles enregistrent les stress en règle générale. Donc, comme disait M. Hublin tout à l'heure, elles enregistrent la naissance, ce qu'on appelle la strie néonatale. Vous en avez ici un exemple sur une première molaire de néandertalien. C'est cette ligne très particulière qu'on voit très très bien sur les premières cuspides des premières molaires, mais qu'on voit également très bien dans toutes les dents de lait. Elles enregistrent, alors c'est un peu moins précis, le sevrage à travers des stress, mais également à travers toutes ces modifications chimiques. Elles enregistrent divers maladies et traumatismes, sans pour autant, quand on voit des stries de stress sur les dents, on peut savoir qu'il y a eu un stress, on ne peut pas dire quel type de stress c'était. On n'est pas capable de faire le calcul inversé, dirons-nous. On peut juste donner une sorte de quantité de stress. Par contre, ces stress sont très pratiques, vu qu'ils nous permettent de corréler les dents entre elles. Elles enregistrent également des modifications climatiques, ça c'est au niveau des aspects isotopiques, le régime alimentaire, toujours au niveau des aspects isotopiques ou éléments traces. Et dans certains cas, quand on va vers les troisièmes molaires chez les femelles, donc dans la racine des dents des troisièmes molaires, on peut avoir des enregistrements des parturitions. Et le meilleur stress, celui qu'on voit vraiment très très bien sur les juvéniles, ça reste la mort. Ce stress-là est généralement très visible. Alors, l'un des intérêts majeurs de l'étude de ces enregistrements dentaires, c'est d'essayer de reconstituer l'histoire de vie chez les primates. Alors, l'histoire de vie, c'est une traduction qui ne parle pas très bien en français. En anglais, c'est The Life History. C'est assez difficile de passer l'idée en français, mais on va essayer quand même. Donc, l'histoire de vie, c'est l'organisation temporelle des événements majeurs de la vie d'un individu, mais également, c'est comme ça qu'on va définir les grands traits développementaux d'une espèce donnée. Le développement dentaire, via les stries de croissance et les modifications chimiques, enregistre certains de ces événements majeurs, soit de façon directe, comme par exemple la naissance avec la strie néonatale, ou dans le sevrage à travers les enregistrements chimiques ou de stress, mais également il y a des enregistrements indirects, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur des corrélations très fortes entre l'émergence de certaines dents et par exemple la formation du crâne ou la finalisation de la croissance osseuse. Par exemple, quand on a l'émergence de la troisième molaire, le squelette est terminé au niveau osseux, la croissance osseuse est finie. Donc vous avez comme ça des corrélations très très fortes entre des événements dentaires et des événements des traits d'histoire de vie qui sont valables sur tous les primates. Et donc quand on a des informations chiffrées sur ces événements du développement dentaire sur un fossile, on peut en déduire des événements, on peut en déduire des temps pour l'histoire de vie sur ces fossiles. L'un des événements qui est le plus souvent utilisé, c'est l'émergence de la première molaire, qui est corrélée à plusieurs éléments majeurs, comme le sevrage ou la croissance crânienne. Et du point de vue développemental, elle marque ce que l'on appelle l'enfance du point de vue strict. Donc ça a déjà été présenté en grande partie par Jean-Jacques Hublin, mais il a été démontré que les hominidés anciens se développaient à des vitesses comparables à celles qu'on aurait à présent sur les grands singes. Alors il faut bien dire des vitesses comparables, ça ne veut pas dire qu'ils se développaient comme des grands singes. Le pattern de développement est assez différent, c'est-à-dire que les dents ne se mettent pas en place de la même façon, mais la vitesse est tout à fait comparable. On a très peu d'informations finalement disponibles dans le registre fossile, et donc l'une des grandes questions qui demeure dans l'évolution humaine, c'est comment notre histoire de vie extrêmement prolongée, extrêmement ralentie s'est mise en place, et à quel moment. Et donc le point important pour nous, c'est que la réponse à cette question est enregistrée dans les dents des hominidés fossiles. Alors maintenant, je vais venir au point qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'aspect synchrotron.
Jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, la meilleure façon d'accéder à cet enregistrement, c'était de couper physiquement les dents et de faire des lames minces. Donc vous imaginez qu'il n'y a eu que très peu de fossiles qui ont été sacrifiés pour pouvoir faire ce genre d'études développementales. En gros, il y a 20 à 30 dents d'hominidés fossiles qui ont été sacrifiées sur plusieurs décennies, et toute notre connaissance précise du développement dentaire des hominidés fossiles reposait sur ces 20 à 30 dents. C'était les seuls qui avaient été étudiés complètement. Et après, tout le reste avait été fait via des hypothèses, donc en comptant les périchimaties par exemple, et en disant, bon, la périodicité, ça doit être 7 jours, ça doit être 8 jours, mais ce n'était pas des mesures réelles, c'était basé sur des hypothèses. Les dents ayant vraiment été étudiées, il y en a vraiment très très peu. Et depuis environ 10 ans, ça a complètement changé, il y a une vraie révolution dans ce domaine qui est liée au développement de l'histologie virtuelle dentaire par imagerie synchrotron, qui donc s'est fait au synchrotron de Grenoble. Et ce qui a permis de faire cette grosse avancée, c'est simplement le fait qu'on n'a plus à couper physiquement les dents. On utilise une technique qui est non destructive, et donc on a accès à beaucoup plus de matériel, vu qu'on peut affirmer au conservateur qu'on va lui rendre son fossile dans l'état où il nous l'avait donné. Alors, qu'est-ce qu'un synchrotron ? Un synchrotron, c'est une très grosse machine, c'est un accélérateur de particules qui est composé d'un accélérateur linéaire, ensuite d'un booster, et on accélère des électrons qui, une fois qu'ils arrivent quasiment à la vitesse de la lumière, sont injectés dans l'anneau de stockage. Et une fois qu'ils sont dans cet anneau de stockage, chaque fois qu'on va dévier les électrons par un champ magnétique, ils perdent une partie de leur énergie, et cette énergie est perdue sous la forme de photons, qu'on appelle le rayonnement synchrotron. Ce rayonnement synchrotron, c'est par exemple ce qui donne la lumière bleue dans la nébuleuse du crabe. C'est-à-dire que dès que vous avez une particule électriquement chargée, accélérée, donc là on dit qu'elle est ultra-relativiste, elle va quasiment à la vitesse de la lumière, quand vous avez une telle particule qui passe dans un champ magnétique, elle change sa direction, et en changeant cette direction, elle émet de la lumière. Le premier synchrotron qui a été construit, il était à peu près grand comme ça, et la lumière qu'il émettait, c'était de la lumière visible. Plus vous augmentez la taille du synchrotron, et plus vous augmentez l'énergie, c'est-à-dire la vitesse des électrons, et plus la lumière que vous allez produire va avoir une longueur d'onde courte. Dans le cas d'un synchrotron comme le SRF, sur lequel les électrons sont à 6 gigaélectronvolts, la grosse majorité de ces photons est dans le régime des rayons X durs, c'est-à-dire ceux qui nous permettent de faire des radiographies. Pour vous donner une petite idée, comparé à un système de radiographie classique, le gros intérêt d'un synchrotron, il y en a plusieurs, hein, mais l'un des points les plus importants, c'est que c'est 10 puissance 14 fois plus puissant qu'une source conventionnelle. Si vous prenez la source de laboratoire la plus puissante qui existe, vous prenez cette puissance-là, vous rajoutez 14 zéros derrière, et vous avez la puissance d'un synchrotron de troisième génération. Alors évidemment, si on met toute la puissance d'un de ces faisceaux-là sur un fossile, on fait un trou dedans. Donc on va utiliser que certaines parties de ces photons qui sont vraiment les plus intéressants pour nous, ce qui nous permet de sélectionner une gamme d'énergie et donc de faire des images de très bonne qualité. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques de comment marche un synchrotron. Juste pour vous donner une petite idée, ça c'est le SRF, donc ça fait 300 mètres de diamètre, 800 mètres de circonférence. Là vous avez l'anneau de stockage. Dans cet anneau de stockage, on produit des faisceaux de rayons X qui partent dans les lignes de lumière. Ensuite, on utilise un système de microtomographie, donc l'échantillon tourne dans le faisceau et on enregistre des radiographies. Là, vous avez le crâne de Dikika sur ID17, par exemple. Tout est blindé dans des hutches complètes en plomb, des cabanes de plomb. Ensuite, pour vous donner une petite idée de la puissance de calcul qu'il faut, si vous faites une manip d'une semaine comme ça, vous avez besoin de tous les clusters de calcul de l'ESRF pendant au moins un mois pour réussir à analyser les données. Et après, vous avez besoin de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans d'analyse pour arriver au résultat. Donc, c'est juste pour que vous ayez une idée de la taille de ce qu'on met en jeu. Contrairement à un microscanner que vous pouvez transporter facilement, ici, c'est beaucoup plus facile d'amener le fossile au synchrotron que d'emmener le synchrotron vers le fossile. Ça a beau avoir la forme d'une soucoupe volante, ça ne vole pas. Et donc, pour l'instant, les fossiles les plus importants chez les hominidés, il y en a énormément qui sont déjà venus à Grenoble, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, ça reste la meilleure place au monde pour réussir à accéder aux structures des fossiles, que ce soit les structures dentaires ou tout autre type de structure interne. Alors, pour vous expliquer pourquoi on utilise un synchrotron quand on utilise les fossiles, je vais complètement changer de sujet. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on parlait des hominidés. Là, je vais vous présenter un exemple dans les insectes dans l'ambre. Ce que vous avez ici, c'est une radiographie faite dans un bloc d'ambre opaque qui a 100 millions d'années, celui-là. Et cette radio a été faite en mode absorption. Le mode d'absorption, c'est en gros ce que vous pouvez faire avec une source conventionnelle, c'est-à-dire que les rayons X traversent l'objet, et en fonction de la densité de la composition chimique, ils sont plus ou moins absorbés, et vous avez une image qui est enregistrée, en gros, qui est l'effet d'ombrage
liés au spécimen. C'est comme quand vous allez à l'hôpital, vous pouvez voir que les os apparaissent blancs sur la radio, le reste c'est noir, c'est simplement parce que les os ont arrêté les rayons X, ils absorbent plus. Ça, c'est ce que vous pourriez faire avec une source conventionnelle. Ce qui fait que les synchrotrons ont pris autant d'importance pour l'imagerie des fossiles, c'est un paramètre très particulier, qui est le fait que les faisceaux sont partiellement cohérents, et cette cohérence rend possible une technique très facilement avec un synchrotron qui s'appelle le contraste de phase. Alors qu'est-ce que ce contraste de phase? À nouveau, sans rentrer dans les détails, c'est ça. Vous avez juste à augmenter la distance entre l'échantillon et le spécimen, et d'un seul coup, vous avez tout un système d'interférence qui apparaît, qui va faire apparaître toutes les interfaces qui n'étaient pas visibles en absorption. Cette technique est extrêmement difficile à faire avec une source conventionnelle, ce n'est pas totalement impossible, mais c'est extrêmement difficile à faire, et dans tous les cas, ce n'est pas faisable sur les énergies nécessaires pour scanner un gros spécimen. Ça marche sur des très hautes résolutions, sur des toutes petites choses à basse énergie. Il faut un synchrotron de troisième génération pour réussir à faire ce genre de technique sur un hominidé. Donc c'est cette propriété très particulière des faisceaux synchrotrons qui explique ce succès en imagerie des fossiles. Donc tout ça s'est combiné, là je vous ai montré la version radiographique, tout ça s'est combiné à un système de tomographie. La tomographie, c'est quoi? C'est comme avec un scanner médical, c'est-à-dire qu'on fait tourner un échantillon devant le faisceau de rayons X, on enregistre des radiographies pendant cette rotation, et à partir de toutes ces radiographies pendant la rotation, on utilise des algorithmes qui permettent de reconstituer des coupes virtuelles et ensuite de reconstituer le spécimen en 3 dimensions. Ce qui est très important pour nous, c'est que c'est une technique non destructive. Donc là, vous avez un schéma de cette technique. Le faisceau traverse l'échantillon, vous avez toute une série de radiographies, et avec un algorithme de reconstruction tomographique, on peut reconstituer les coupes virtuelles et donc le spécimen en 3 dimensions. Alors, petit point important, ces expériences dans un synchrotron ont lieu 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Et donc, le plus important dans un synchrotron, ça reste quand même le café. Vous avez ici l'état normal d'un de mes postdocs à la fin d'une manip. Il faut à peu près ça pour réussir à supporter une manip normale. Et les manips de paléoanthropologie sont les pires de toutes. Alors maintenant, passons vraiment dans les applications paléoanthropologiques. Et je vais vous donner une seule fois le terme complet de la technique qu'on utilise, parce qu'il arrache un peu la langue. C'est l'histologie dentaire virtuelle multirésolution par microtomographie à rayonnement X synchrotron à contraste de phase de propagation. Voilà, il faut reprendre son souffle après. Mais en gros, c'est un nom très très compliqué pour expliquer qu'on coupe virtuellement les dents. Je vais vous montrer un premier exemple avec le crâne de Kavzé, qui est un crâne d'hominidé, un juvénile d'hominidé d'Homo sapiens ancien qui vient d'Israël, qui est âgé de 90 000 ans. Donc ça, c'est juste pour illustrer la méthode. Après, je vous montrerai plus en détail comment ça s'applique. Donc là, je suis désolé, ça ne marche pas très très bien. Ce que vous avez ici, c'est l'imagerie à 30 microns de la mandibule de cet individu. La première étape de cette analyse, c'est d'aller voir le niveau de développement dentaire, c'est-à-dire qu'on va aller voir les dents de lait, les dents définitives, et essayer de faire une estimation de quel serait l'âge basé sur des standards humains actuels. Donc là, vous avez les dents de lait, et là, vous avez toutes les dents définitives, donc toute une série de germes. Et ensuite, on va commencer à monter la résolution pour aller voir les structures dentaires internes. Là, à l'extérieur, vous pouvez voir les périchymaties, et à l'intérieur, alors vous aurez un exemple un peu plus... Ça, c'est un très vieil exemple, vous aurez un petit peu mieux après. À l'intérieur, ici, vous aviez les stridredius, et on monte à des résolutions submicroniques. Donc là, vous avez un cube qui fait que 1 mm de côté. Ce que vous avez à l'intérieur, c'est tous les prismes de l'émail. Et donc là, vous voyez les différentes orientations de ces prismes. Et quand on change virtuellement l'épaisseur de ces coupes, en projetant exactement dans la bonne orientation, on arrive à faire apparaître les stries de croissance. Donc vous avez les stridredius et les stries journalières. Et en combinant toutes ces différentes résolutions, on a le 5 microns et le 0,7 microns qui nous permettent de calculer un âge réel, et on a les images à basse résolution qui nous permettent de donner un niveau développemental. La combinaison des deux est ce qui nous permet d'étudier les modifications du pattern de développement. Alors, je vais revenir beaucoup plus en détail maintenant sur le cas de l'étude comparée entre les Néandertaliens et l'homme moderne. À ce jour, c'est la plus grosse étude de développement dentaire qu'on ait publiée. Alors, je dis qu'on ait publiée parce qu'il y en a une encore plus grosse, mais qui n'est pas encore publiée. Mais ça reste l'exemple le plus démonstratif de la puissance de cette approche. Cet exemple a déjà été présenté par M. Hublin. Vous avez ici le juvénile d'Iroud, qui a été le premier spécimen pour lequel on a eu une partie de l'âge à la mort fait par imagerie synchrotron, avec un tout petit morceau d'émail qui a été étudié à ce moment-là. Vous pouvez voir, celui-là, c'est un Homo sapiens ancien,
et son âge a été mesuré à 7,8 ans. Là, c'est un âge réel, ce n'est pas une estimation d'âge, hein. C'est un âge réel fait sur les stries de croissance. Et vous pouvez voir qu'à 7,8 ans, il a sa première molaire qui est sortie, mais il n'a pas la deuxième molaire. Et ensuite, le néandertalien de Skladina a été étudié dans ce cas-là par une approche classique, c'est-à-dire qu'une des dents a été sacrifiée pour faire une coupe physique. Et ensuite, on a fait une étude synchrotron qui a permis de corroborer les résultats. Vous pouvez voir que lui, il a 8 ans, c'est-à-dire quasiment le même âge. À 0,2 années près, il a le même âge que l'Homo sapiens. Par contre, il a une M2, donc une deuxième molaire, qui est déjà sortie et qui est quasiment en occlusion. C'est-à-dire que pour un âge quasiment le même, celui-là est beaucoup plus avancé. Ça a été le début de l'histoire de pourquoi on a lancé ce projet d'étude sur le développement dentaire avec le synchrotron. Parce que là, on n'a que 2 spécimens, évidemment, ce n'est pas suffisant pour en tirer des conclusions. Et donc le but, c'était d'augmenter l'échantillonnage. Il fallait avoir ce type d'information sur le plus de spécimens possible, mais la seule façon d'augmenter l'échantillonnage, étant donné que les analyses destructives sont quasiment impossibles sur ce type de spécimen, vous imaginez bien qu'on ne va pas nous donner 15 néandertaliens à découper. La seule façon d'arriver à faire ça, c'était de passer par des techniques non destructives. Et donc, c'est là que le synchrotron a pris toute son importance. Et on a appliqué la paléohistologie virtuelle 3D à l'ESRF. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir accès à tous ces spécimens. Alors, je vais vous montrer maintenant une analyse un peu plus en détail pour que vous voyez vraiment comment ça marche, avec un deuxième cas qui est l'enfant d'Angis 2, toujours de Belgique. Là, vous avez le maxillaire, c'est le premier néandertalien à avoir été découvert. Là, vous avez le maxillaire et 2 premières molaires isolées. Alors, il est beaucoup plus jeune développementement parlant que Skladina. Vous avez toutes les dents définitives qui nous permettent d'avoir le niveau développemental. Ici, évidemment, la mort est enregistrée dans toutes les dents. La mort, c'est la dernière strie formée, donc à ce moment-là, le développement dentaire s'arrête. À partir de la première échelle, donc celle-là à 30 microns, on a fait l'équivalent d'âge moderne, c'est-à-dire si on applique les standards modernes selon la méthode de Moores et de Anderson, dans ce cas-là, on donne un âge pour chacune des dents et on arrive à une estimation moderne de 4 ans pour cet enfant d'Angis 2. Donc ça, il nous faut à chaque fois ces 2 âges, l'âge développemental et l'âge réel. Donc là, vous avez l'âge développemental et ensuite, on monte dans la résolution, on passe à 5 microns. Donc à 5 microns, là, vous pouvez voir toutes les périchimaties à l'extérieur de la dent. Juste pour vous donner une petite idée, une dent comme ça représente 80 gigas de données. Juste pour ceux qui voient à peu près ce que ça peut donner, il faut des monstres au niveau calculateur pour réussir à utiliser ce genre de données. Là, vous avez une coupe virtuelle à 5 microns. Donc on passe vraiment dans l'histologie virtuelle 3D, avec différents points qui nous intéressent. La strie néonatale, donc le moment de la naissance, la dernière strie qui est la mort, et sur le côté, les stries de Redius. Alors, je crois que j'ai des zooms, oui, c'est ça. Donc là, vous avez la naissance, la strie néonatale, vous avez le début de l'histoire ici. Sur le côté, dans les mailles latérales, vous avez toutes les stries de Redius, donc on peut en compter 85 comme ça sur les mailles latérales, sur cette cuspide de la première molaire. Ça a été confirmé par le comptage des périchimaties sur la dent réelle. Ensuite, une fois que vous avez fini la couronne, vous avez des stries dans la dentine. Alors, sur cette image, c'est très difficile de les voir. Sur les images réelles qui ont servi à faire l'analyse, évidemment, on les voit mieux que ça, mais c'est assez difficile à intégrer dans une animation. Donc, vous avez ici une ligne qui correspond à la fin de l'émail de la première molaire, toutes les stries de Andresen dans la dentine, et la dernière ligne qui est la mort. Ensuite, vous avez dans l'émail cuspal, donc là, vous avez toutes les stries de Redius. La dernière périchimatie est ici. Et ensuite, on passe dans l'émail cuspal. Et on a à nouveau 25 stries de Redius dans l'émail cuspal, donc 4 sont avant la naissance. Vous avez la strie néonatale ici et 4 stries avant la naissance. Donc si vous prenez tous ces chiffres, vous avez 25 stries de Redius cuspal, donc 4 qui sont avant la naissance, 85 stries de Redius latérales, 31 stries de Andresen dans la racine, ce qui veut dire que l'âge à la mort exprimé en nombre de stries de Redius, ce n'est pas encore un âge réel, c'est exprimé en nombre de stries de Redius. Vous avez 141 stries de longue période. À ça, il faut en retirer 4 qui sont avant la naissance. Donc l'âge correspond à 137 stries de Redius. Donc vous comprenez bien que tant qu'on n'a pas la périodicité, on n'a toujours que 137 stries de Redius, on n'a pas un âge. Et donc il nous manque la dernière étape qui est d'aller voir la périodicité. C'est ce qui se fait avec la dernière analyse, celle où on va dans une résolution submicronique, donc on étudie qu'à peu près 1 mm du spécimen. Là, vous avez la microstructure de l'émail qui apparaît avec les stries de Redius sur le côté. Vous pouvez voir les stries journalières. Et là, vous avez
la striation transversale des prismes. Ça, c'est l'image réelle qu'on a utilisée, ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc, avec une périodicité à 8 jours. Et à ce moment-là, vous avez toutes les informations nécessaires pour en déduire l'âge à la mort réel de cet individu. Donc, on finit le calcul. 137 stries de longue période fois 8 jours, soit 1096 jours. Je suis désolé, c'est resté en anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc, cet enfant d'Angis est mort à 3 ans en âge réel et non pas 4 ans, comme son âge suggéré par les standards modernes. C'est-à-dire qu'à nouveau, pour ce néandertalien, on a un signal qui montre un développement plus rapide que de l'humain actuel pour un stade dentaire équivalent. Alors ça, c'était un des spécimens les plus visuels pour expliquer le principe, mais on a appliqué la même technique sur le moustier 1, Crapina max B, max C, Gibraltar, Scladina, évidemment, l'Achina H18 et Obirachmat. Alors pour certains, on n'a eu qu'une partie des informations. Obirachmat, par exemple, il n'est pas venu au synchrotron, donc lui, il a été fait uniquement par périchimatie. Et en fonction des spécimens, on arrivait à avoir soit toutes les parties de l'analyse, soit il nous manquait certains aspects. Par exemple, pour l'Achina H18, qui est un très beau crâne de néandertalien juvénile, on a réussi à faire toutes les stries de croissance, mais on n'a jamais obtenu la périodicité, ça n'a pas marché. Donc, il reste une partie d'estimation dans tout ça, mais pour beaucoup d'aspects, on a réussi à avoir des mesures directes. Alors également, on a étudié des Homo sapiens anciens, donc KFZ10, KFZ15 et Yeroud 3. Et pour d'autres spécimens sur lesquels on ne pouvait pas faire d'âge à la mort parce qu'on n'avait qu'une dent ou qu'ils étaient trop âgés, on a mesuré les périodicités moyennes ou d'autres aspects dentaires. Donc les conclusions de cette étude, ça c'est le graphique que Jean-Jacques Hublin a déjà présenté. Vous avez ici les humains modernes en bleu, avec en bleu foncé les Homo sapiens fossiles qui suivent la même courbe, enfin la même ligne plutôt, et ici la ligne des néandertaliens qui montre un développement accéléré. Donc les résultats de cette étude ont montré tout d'abord que la périodicité était en moyenne plus faible chez les néandertaliens. Alors, il y a d'autres aspects, l'émail cuspal qui est plus fin, le taux d'extension de la jonction émail-dentine qui est plus rapide. Enfin, il y a beaucoup de petits aspects dentaires comme ça qui sont différents, mais pas extrêmement différents. Donc ça, on a montré que la plupart des dents se formaient plus vite chez les néandertaliens. Je dis la plupart parce que, par exemple, les incisives centrales supérieures étant beaucoup plus grosses chez les néandertaliens, elles ont tendance à se former plus lentement enfin, elles prennent plus de temps à se former que chez les humains actuels. Mais surtout, le point important, c'est que les estimateurs d'âge basés sur le développement dentaire actuel, de l'homme actuel, ne peuvent pas être appliqués aux néandertaliens. Or, vous savez déjà que les néandertaliens sont finalement très proches de nous. Donc imaginez ce qui se passe quand on utilise des standards modernes pour donner un âge sur un australopithèque ou ce genre de choses. Et dans la littérature, il y a énormément de papiers qui ont été faits de cette façon-là, avec des standards d'humains modernes pour des hominidés anciens. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des standards de chimpanzés utilisés. Et en fait, ni l'un ni l'autre ne peut bien marcher. Il faut vraiment aller chercher des âges réels si on veut avoir un résultat correct. Donc le point important est que le néandertalien se développait en moyenne plus rapidement que les Homo sapiens. Alors, cette étude, à l'heure actuelle, reste la plus importante qui a été faite par cette technique. En fait, évidemment, ces résultats ont été publiés en 2010. Depuis, on a énormément développé ces techniques. C'est-à-dire qu'au moment où on a fait cette première étude, on avait à peu près 40% des spécimens qui pouvaient donner un résultat utilisable. À l'heure actuelle, on est entre 80 et 85% des spécimens qui donnent un résultat utilisable. Et on a des niveaux de précision qui sont sans commune mesure avec ce qu'on faisait à cette époque-là. Un autre aspect qui, depuis, est apparu avec le développement de toutes les recherches en génétique, c'est que les gens ont commencé à s'inquiéter des effets des rayons X sur l'ADN dans les fossiles. Or, certains tests ont montré qu'on pouvait, avec des doses fortes de rayons X, dégrader l'ADN dans les fossiles. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un synchrotron, on ne fait pas plus puissant pour les rayons X. Cependant, on a pu montrer que ce que nous, on avait fait, finalement, avait utilisé des doses relativement faibles et qui ne pouvaient pas entraîner de gros dégâts dans l'ADN, mais qui pouvaient quand même avoir un petit effet. Et donc, depuis 2 ans, on a fait énormément d'efforts pour réduire les doses de rayons X, au point que maintenant, on est capable d'avoir ce type de résultat avec des doses qui sont entre 50 et 200 fois inférieures avec ce qu'on avait fait au départ, ce qui fait qu'on a des qualités d'image qui sont sans commune mesure avec n'importe quel scanner conventionnel, tout en ayant des quantités de rayons X bien inférieures et qui sont passées complètement sous les seuils de dangerosité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, avec les nouveaux protocoles qu'on a mis en place, on ne dégrade plus du tout l'ADN dans les fossiles. Et donc, même si c'est un bruit qui court beaucoup en ce moment,
Bien, finalement, le synchrotron, ça a beau être la machine la plus puissante au niveau des rayons X qu'on puisse utiliser pour étudier les fossiles, c'est la moins dangereuse dès lors qu'on sait l'utiliser correctement. Comme je disais tout à l'heure, si on envoie toute la puissance, on fait un trou dans le fossile. Donc, également, je disais, de nouvelles études sont en cours. Les Néandertaliens, ça a été la première étape, mais maintenant, le but, c'est d'essayer de comprendre l'évolution de l'histoire de vie sur le registre fossile des hominidés en général. Et donc, on a essayé de couvrir un peu tout ce qu'on pouvait au niveau des hominidés fossiles. Alors, les premiers résultats devraient être publiés bientôt, mais c'est un sujet de recherche en constante évolution. Et donc, dès lors que les nouveaux résultats vont être publiés, je peux déjà vous dire qu'ils sont obsolètes et qu'on est arrivé à un niveau encore bien supérieur. On va vraiment être capable d'étudier le développement dentaire de ces fossiles à des niveaux encore plus poussés que ce qu'on peut faire sur de l'actuel. C'est-à-dire que les dernières analyses qu'on a faites sur des fossiles sont plus précises que n'importe quelle analyse jamais faite, même sur un spécimen actuel. Donc voilà, pour conclure, juste un petit exemple de type de spécimen qu'on a étudié assez récemment. Là, vous avez Australopithecus sediba d'Afrique du Sud. Il a 1,97 million d'années. Ce que je vais vous montrer, c'est juste la première animation à basse résolution, celle qui nous permet de voir le niveau de développement dentaire. Je ne peux pas vous montrer malheureusement les résultats de l'analyse développementale, ils ne sont pas publiés, donc ils ne sont pas publics pour l'instant. Mais sachez qu'en 2005, on arrivait à étudier des dents isolées. Avec un peu de chance, on arrivait à faire une petite mandibule. À présent, on est capable de faire ce type d'analyse sur un crâne de ce type-là, sans rien détruire du tout. Donc ça, c'est l'un des spécimens les plus impressionnants. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, avec un peu de chance, si je reviens dans 2 ou 3 ans, vous en aurez beaucoup plus à voir. Voilà. Je vous remercie de votre attention.